Mesdames, Messieurs, c'est en ma qualité de président du centre de gestion de ce département, mais également maire de Morcin, c'est surtout président du syndicat d'élimination des déchets aussi de la Haute-Lande. Heureux de vous accueillir pour cette réunion sur la sécurisation des tournées de collecte des ordures ménagères. Cette manifestation est organisée avec l'association des maires, et je voudrais excuser le président Hervé Bouillery qui ne pouvait être des nôtres cet après-midi. L'AML et les présidents des communautés de communes en partenariat avec la DACL, l'Agence départementale d'aide aux collectivités locales, le Fonds national de prévention de la CNRACL, la Caisse d'assurance retraite de santé au travail et la Fédération nationale des activités de dépollution et de l'environnement, la Nouvelle-Aquitaine. En effet, les activités de collecte présentent de nombreux risques liés aux facteurs humains, matériels, routiers, environnementaux, ainsi qu'à leur interaction. Le secteur de la collecte est également fortement touché par les accidents du travail. Les usagers peuvent également être exposés lors de ces opérations de collecte. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de mobiliser l'ensemble des acteurs pour faire évoluer les pratiques et ainsi améliorer la santé et la sécurité de tous. Les différentes interventions au cours de cette réunion vont nous permettre d'appréhender le cadre juridique applicable aux tournées de collecte des ordures ménagères et de préciser les enjeux techniques, financiers et humains liés à la sécurisation de celle-ci. L'aménagement urbain, le choix et la localisation des conteneurs, l'organisation des tournées sont autant de dimensions qui ont des implications pour la sécurité de tous. Les témoignages de syndicats de collecte locaux vont nous permettre de bénéficier de retours d'expérience sur leur démarche de sécurisation. Donc pour réaliser l'activité de collecte d'ordures ménagères, bien sûr, on a besoin d'un camion de collecte qu'on va appeler ben à ordures ménagères. Donc c'est un véhicule qu'on peut considérer comme une machine dangereuse, puisque notamment elle dispose de nombreux angles morts. Voilà. Pour réaliser cette activité, on a bien sûr besoin d'agents, et ces agents vont avoir une coactivité sur le terrain, sur la voie publique, avec des usagers. Donc ce paramètre-là, c'est aussi à prendre en compte. Pour réaliser ce travail, bien sûr, il faut mettre en place ce qu'on appelle une organisation du travail, qui souvent peut générer des risques pour les agents, mais aussi pour les usagers. Alors ensuite, c'est une activité, bien sûr, qui est dite mobile. On a différentes situations de travail qui varient dans le temps et sur toute la journée de travail. Donc les agents doivent s'adapter tout le temps, tout au long de la journée, à l'activité de collecte, puisqu'elle est variante, elle est changeante systématiquement. On trouve bien sûr une multitude de points de collecte, donc des situations de travail différentes à chaque fois. On se retrouve aussi face à un environnement contraint, avec des infrastructures, des voiries, des trottoirs, du mobilier urbain, qui peuvent générer aussi des risques pour l'activité de collecte, mais aussi pour les usagers. On retrouve des lieux d'habitation qui sont à la fois individuels, mais aussi collectifs, et donc des configurations d'habitation qui sont différentes de l'une à l'autre. Ensuite, on a bien sûr, pendant l'activité de collecte, on rencontre bien sûr des flux de circulation, qui sont plus ou moins importants en fonction des heures de passage du véhicule, bien sûr. Et ensuite, on se retrouve aussi confronté à l'environnement des autres usagers, avec des vitesses qui peuvent être plus ou moins excessives en fonction des voies de circulation empruntées. On a aussi des emplacements des containers collectifs avec des points de regroupement. Donc tout ça pour dire que l'activité de collecte est une activité à risque, et on va le montrer maintenant, puisque la sinistralité dans ce domaine-là est assez conséquente. Donc on a 2 fois plus d'accidents de travail aujourd'hui en collecte d'ordures ménagères que dans toutes les autres activités confondues. On peut positionner la collecte des ordures ménagères en termes de sinistralité au même niveau que l'activité du BTP. Vous avez 3 chiffres à retenir qui sont assez parlants, ce qu'on appelle la règle des 3-10. Donc on sait aujourd'hui que l'activité de collecte d'ordures ménagères va générer 10 accidents mortels par an, près de 10 accidents graves par semaine, et enfin, près de 10% des opérateurs auront un accident avec arrêt dans l'année. Ce qui veut dire que si on revient au total effectif national que l'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a 3200 agents aujourd'hui dans l'année qui auront un accident du travail. Le cadre juridique, il appelle de traiter 3 questions dans mon propos, à la fois
comprendre ce qu'est le pouvoir de police, parce que s'il y a des élus dans la salle, et je sais qu'il y a des élus, on sait qu'ils sont titulaires d'un pouvoir de police, donc quelle est l'étendue de leur pouvoir de police, en particulier du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, parce qu'on a bien vu que les risques, c'était aussi le risque routier, à la fois, enfin pour tous les usagers de la route, à la fois les agents qui sont acteurs dans la collecte des ordures ménagères, mais aussi tous les autres usagers, parce que ça concerne aussi tous les autres usagers. Et ensuite, examiner avec vous, vous donner les éléments de l'engagement, de la responsabilité, parce qu'à un moment donné, il faut bien en parler. Le Code de la route fixe les règles générales de la circulation et il permet aussi de prendre des règles plus restrictives et il autorise les titulaires de ce pouvoir de la circulation, pouvoir de police de la circulation, de prendre des règles plus restrictives. On trouve aussi un certain nombre de règles, et là les élus le connaissent par cœur, c'est le Code général des collectivités territoriales. Vous avez un certain nombre d'articles qui vous permettent de prendre des règles encore plus restrictives sur l'utilisation de la route. Ces deux codes permettent de prendre des arrêtés de circulation qui doivent tous être motivés et qui sont uniquement pris, évidemment, dans l'intérêt général. Le problème dans l'analyse de ce pouvoir de la circulation et du stationnement, c'est évidemment la complexité. Si c'était simple, on ne se retrouverait pas réunis ce soir pour en parler, forcément. Dû à la diversité des autorités détentrices de ce pouvoir de police de la circulation, qui varie et qui est en fait différent suivant le statut de la voie qui est concernée. Donc à travers l'exercice de ce pouvoir de police, le maire ou son président, ou le président de l'EPCI, doivent assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la salubrité publique dans son territoire. Ensuite, lorsqu'il y a un problème, un accident, quelle que soit sa nature, sa gravité, pour que la responsabilité soit engagée, en particulier la responsabilité du maire ou du président éventuellement si c'est sa mesure de police qui est mise en cause notamment, il faut qu'il y ait un fait générateur, donc une action ou une abstention qui pénalement sera qualifiable de faute. Ce fait générateur va entraîner un dommage matériel, humain, qui aura pour conséquence une obligation de réparation par l'auteur du dommage, mais il faut qu'il y ait un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, et c'est ce qui entraîne l'engagement de la responsabilité. Cette responsabilité, elle peut être engagée devant les tribunaux civils, devant les tribunaux administratifs, et évidemment, c'est ce qui fait le plus peur, devant les tribunaux pénaux. S'agissant des accidents de la route, donc c'est ce qui nous préoccupe un peu aujourd'hui, l'utilisation, la circulation et le stationnement sur la voirie publique pour son essentiel, ça obéit à un régime particulier qui est défini par une loi de 1957, où là, les tribunaux compétents, ce sont les tribunaux judiciaires, qui vont agir pour réparer les dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Et une benne à ordures ménagères, c'est considéré comme un véhicule quelconque, qui va entraîner, lorsqu'il sera l'auteur d'un dommage, une responsabilité de la personne publique qui se substituera à celle de l'agent auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions. C'est que, contrairement à ce que disent, ce que peuvent penser bon nombre des élus, c'est pas parce que la collecte des ordures ménagères est organisée par le syndicat, par une structure particulière, qu'il n'y a pas de responsabilité du maire dans le cadre d'un accident lié au ramassage de ces ordures. La responsabilité du maire existe toujours, puisqu'effectivement, il est titulaire de pouvoir, notamment du pouvoir de police. Ça, c'est extrêmement important. Dans la loi française du 31 décembre 91, donc elle a fixé quelque chose de nouveau, ça a été l'introduction de l'obligation de résultat, et puis l'obligation de moyens comme il y avait avant. Donc ça a changé fondamentalement la vision qu'on pouvait avoir de la prévention des risques. Donc elle demande d'assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale des travailleurs.
Pour cela, mener des actions de prévention des risques professionnels, la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés, et surtout l'information et la formation des salariés. Ces principes généraux sont hiérarchisés. Le premier principe, c'est éviter le risque. Pour éviter les risques, il faut déjà les évaluer. Donc, ce qui a donné lieu, 10 ans après l'apparition de la loi, de la rédaction du document unique. Je ne sais pas si vous connaissez ce document unique. Donc transcrire dans un document unique son évaluation des risques. Donc ça découle de cette loi et du décret d'application de 2001. Et une fois qu'on a évalué ces risques, il faut diminuer les risques à la source. Il faut essayer de remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux. Donc ça touchait plus les produits chimiques. Prendre toujours les mesures de protection collective sur les protections individuelles, tout en adaptant le travail à l'homme, tout en tenant compte de l'état de l'évolution de la technique, c'est-à-dire qu'effectivement, quelque chose n'existant pas en 2018 peut exister en 2022, 2030, et donc il faut toujours suivre l'évolution de l'état de la technique. Planifier la prévention, alors planifier la prévention dans un ensemble cohérent qui touche l'humain, la technique, l'organisation et le milieu d'intervention, et donner des instructions appropriées aux salariés. Donc ça va être effectivement tout ce qui est lié à l'information et la formation des salariés. Voilà sur les principes généraux de prévention. Là, je vais vous présenter maintenant la recommandation R437 donc, de la CNAM, Sécurité sociale. Donc on en a entendu parler dans le film. Cette recommandation donc, a été adoptée en juin 2008. D'accord ? Elle concerne donc les déchets ménagers et assimilés. Elle concerne les employeurs relevant des activités du transport, du service et des collectivités. Elle insiste sur le rôle essentiel du donneur d'ordre. Elle détaille les mesures de prévention relevant de la compétence du prestataire de collecte en incluant les aspects de formation et l'emploi de personnel intérimaire. Elle s'appuie forcément sur le document unique. Elle précise l'importance de certaines mesures de prévention, type de contenant, marche arrière, organisation du travail. Elle met en place une démarche d'amélioration continue en confirmant le rôle clé du plan de tournée. Notre analyse, en tant que FNAD, c'est de dire globalement on a deux principaux risques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plein d'autres, on les a vus tout au long de cet après-midi. Mais deux risques principaux, les marches arrière, avec les problématiques de configuration, d'impasse, de cul-de-sac divers et variés, de raquettes de lotissement dans lesquels ces véhicules qui sont quand même conséquents n'arrivent pas à tourner. Et donc qui oblige, dans certains cas, à faire des marches arrière. Or, on disait, pour des raisons techniques, notre environnement évolue, et c'est vrai que l'environnement évolue, mais on se retrouve de plus en plus avec des jeunes ou moins jeunes qui sont avec les casques sur la tête, donc ils n'entendent pas nécessairement le camion reculer, même si on a les warnings ou les bips là, qui vont bien. Vous avez en particulier dans votre territoire, votre bassin, un certain nombre de touristes, donc forcément, sans faire de caricature, le jeune gamin parisien, c'est l'attraction de voir le camion qui vient vider le container. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il court. Si le camion recule, vous voyez assez vite ce qui va se passer. Puis vous avez aussi un certain nombre de personnes à mobilité, alors je qualifierais de réduite, qui, même si vous les avez prévenus que vous allez reculer, n'ont pas forcément le temps de s'éloigner du véhicule. Et ça se termine souvent assez mal. Donc on partage complètement l'avis qui est de dire faisons en sorte d'interdire ou de réduire au strict minimum toutes ces marches arrière. On a eu des débats en interne au sein de la FNAD pendant des années en disant est-ce qu'il faut mieux que les équipiers ou l'équipier sortent pour sécuriser l'arrière du véhicule ou pas. Dans le passé, c'était plutôt non, on préfère avoir l'équipier dans le camion parce que là au moins on est sûr qu'il ne va pas se faire écraser lui-même. De plus en plus, on est en train d'évoluer et personnellement, c'est la consigne que je donne à mes équipages, c'est-à-dire systématiquement, vous sécurisez l'arrière du camion, vous descendez, vous restez en visibilité en permanence du chauffeur, mais surtout, vous me sécurisez l'arrière du camion, on ne sait pas ce qui peut s'y passer. Le deuxième risque conséquent qui là rejoint les risques routiers, qui est effectivement la collecte bilatérale.
C'est vraiment le sujet aujourd'hui qu'il faut qu'on éradique complètement. On voit bien qu'il y a certaines routes où effectivement c'est compliqué, mais on voit aussi bien qu'il n'y a pas de discipline du tout de la part des conducteurs divers et variés, qu'ils soient sur 4 ou sur 2 roues, motorisés ou non. On arrive à peu près à vous faire tout n'importe quoi, même là où vous pensez qu'il n'arriverait pas à passer. Donc il faut effectivement qu'on soit hyper vigilant. Et là, malheureusement, quand il y a un accident, il est souvent très dommageable pour l'équipier. Donc une fois qu'on a identifié effectivement ces différentes catégories de risques, ce qui est important, c'est le travail en amont. C'est-à-dire qu'au moment du DCE, au moment du dossier de consultation des entreprises, c'est là où, élus, syndicats, vous allez donner, j'oserais dire, le là sur l'importance que vous accordez, ou le poids que vous voulez bien accorder à la sécurité dans le cadre de l'appel d'offres. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, on définisse un certain nombre de règles et de dire, voilà, moi les bilatérales, je n'en veux pas. Les points noirs, on fera en sorte que sur la durée du contrat, on les élimine et on travaillera ensemble pour faire en sorte que ces nombres de points noirs soient chaque année travaillés et réduits. S'assurer aussi effectivement que les véhicules sont, alors on l'évoquait, en bon état. Donc un certain nombre de points qui selon nous devraient être mentionnés ou au moins qu'on ait la volonté de les éliminer lorsque l'on fait les appels d'offres ou qu'on essaye de bâtir les contrats ou les modes de collecte. On supprime les collectes bilatérales, on supprime la marche arrière. On met clairement, ce que je disais, le niveau de sécurité, on indique clairement le niveau de sécurité auquel que l'on souhaite atteindre. Les remontées de situations dangereuses, ça c'est un élément important. Quand on a identifié des points, on les remonte. Alors on a des outils aujourd'hui pour arriver à capturer toutes ces informations et pas seulement se contenter de les capturer, mais s'assurer que derrière il en est fait quelque chose. Donc c'est un peu la logique suivi des points noirs et amélioration. L'initiateur de tout ça, ou celui qui va donner le là, c'est la collectivité, c'est le syndicat, c'est nous bien évidemment opérateurs, mais à l'arrivée on va y arriver, on aura des résultats que si collectivement on s'y met et on s'astreint à réduire les points noirs. Alors bien sûr, dans la droite ligne de ce que vous venez d'évoquer, on peut tous faire quelque chose et quand on constate un point noir, effectivement, c'est pas uniquement la mise en œuvre de la collecte, mais il y a aussi les équipements, les infrastructures et les aménagements sur le terrain qui peuvent être améliorés. Il faut améliorer la conception et penser nos aménagements routiers et de circulation un petit peu autrement. Et pour ça, on a des outils qui sont dans les mains de nos élus, dans les mains des maires, et aujourd'hui beaucoup dans les mains des présidents des EPCI. Et on constate qu'il n'y a pas d'obligation de consultation des syndicats de collecte dans le cadre de l'instruction des permis d'aménager. Cette consultation est laissée à l'appréciation du maire. Voilà, alors c'est encore sur le dos du maire que ça retombe, d'apprécier. On ne voit pas très bien comment le maire pourra apprécier que c'est pas pertinent, avec tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, vos pratiques de terrain. Oui, c'est pertinent de consulter le syndicat des ordures ménagères lorsqu'on a à instruire un permis d'aménager ou un permis de construire. Ne pas le faire, en termes de responsabilité, si je vous renvoie à mon exposé de tout à l'heure, pourrait être considéré comme une circonstance aggravante si jamais il y avait une mise en cause de responsabilité. Il y a dans les permis d'aménager un certain nombre d'informations à exiger et un certain nombre d'informations à contrôler pour vérifier que dans le déroulement de la collecte future, vous n'allez pas participer à la création de points noirs. Donc déjà, c'est une bonne chose. Le bon sens, évidemment, pousse à consulter l'établissement public compétent en matière de collecte, qui est une consultation tout à fait... qui n'est pas encadrée par des délais légaux ou par des sanctions en matière d'illégalité de délivrance de l'autorisation d'urbanisme, mais je ne peux que vous engager à vous conformer à cette consultation préalable
Et donc dans ce cadre-là, si le législateur n'est pas allé assez loin en imposant une consultation préalable obligatoire qui aurait comme conséquence d'entacher d'illégalité l'autorisation de construire ou d'aménager, on peut s'inscrire aussi encore en amont dans une stratégie commune d'encadrement à construire, à développer ou à généraliser, en mettant des prescriptions plus précises dans votre document d'urbanisme, je veux dire le PLU, qu'il soit I ou pas I, mais enfin demain il sera I partout, I pour intercommunal, pour ceux qui ne sauraient pas, en faisant inscrire des dispositions réglementaires relatives au système d'élimination des déchets existants ou en cours de réalisation. Et là, le Code de l'urbanisme, dans l'article R 151-53, vous permet d'y inscrire les voies, les impasses, les types d'aires de retournement autorisés avec les cotes minimales, le rappel du respect des règles de circulation des véhicules de collecte, le respect des principes généraux figurant à l'article du Code du travail, c'est le L 4121-1. Tant que le législateur n'est pas allé à obliger la consultation préalable du syndicat compétent en matière de permis d'aménager, vous pourriez aussi vous engager dans une démarche commune, créer une charte en la matière que vous pourriez annexer à votre document d'urbanisme. Vous pourriez aussi, et vous devriez, je me permets de le dire, créer une charte ou un guide à l'attention des aménageurs, de tous les maîtres d'œuvre publics ou privés, qui n'auraient certes pas de valeur normative, mais qui est une sorte de vade-mecum du bon usage des aménagements et qui permettrait d'informer les constructeurs en amont et sensibiliser les élus à la consultation d'un établissement compétent préalablement à la délivrance d'un arrêté. Il faudra prendre en compte donc les risques liés à la collecte en phase de conception, c'est ce qui est le plus efficace, pardon. Donc notamment sur la conception des voiries, la conception des logements, des équipements collectifs, l'aménagement des espaces publics, etc. Donc pour cela, comme je viens de dire, il va falloir créer une concertation entre le prestataire de collecte et la collectivité aménageur. Donc pourquoi cette concertation? Pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre bien sûr l'activité de collecte et les infrastructures qui sont proposées à ce collecteur. Donc il faut lui faciliter la tâche en quelque sorte. Il ne pourra pas tout faire tout seul, le collecteur. Donc la collectivité dans ce cas-là, elle se positionne en tant qu'aménageur de l'espace urbain, vous avez bien compris. Donc elle devra prendre en compte les exigences liées aux opérations de collecte, et ça c'est clairement précisé dans la recommandation R437, qui est reprise, elle, par la charte dont vous a parlé tout à l'heure Gilles Benedetti. C'est travailler en conception sur les nouveaux projets qui vont être créés sur une commune, mais aujourd'hui on doit faire avec les infrastructures qui sont déjà existantes, celles qui génèrent déjà des points noirs, mais que les collecteurs s'attachent aujourd'hui en concertation autant que possible avec les élus à supprimer. Donc pour cela ils s'attachent à créer des points de regroupement quand cela est possible, bien sûr, pour éviter en fait de créer un risque lorsque le véhicule de collecte, par exemple, va aller collecter une habitation qui est difficilement atteignable par le camion. Et ensuite, on demande aussi, sur les points noirs déjà existants, à ce qu'un suivi de collecte, comme le disait M. Chaperon tout à l'heure, soit effectué et soit régulier. Et donc, on va demander, via cette recommandation, à ce qu'une concertation soit établie entre les élus et le collecteur, à raison d'une réunion par trimestre. Voilà, c'est ce que dit le texte. Lorsqu'on essayait d'intégrer la prévention au stade de la programmation, on avait un rapport de 1. Si on n'avait pas pris en compte cette intégration au stade de la programmation, mais qu'on la prenait en compte en phase de conception, le coût des travaux qui allaient être générés allait être multiplié par 10. Si cette même intégration de la prévention, on la prend au stade de la construction, maintenant, de l'ouvrage, eh bien le coût, il est multiplié par 100. Et enfin, si on va modifier les infrastructures une fois que la collecte est déjà en activité, donc au niveau de l'exploitation, eh bien, le coût est multiplié par 1000. Donc tout ça pour dire que vous incitez autant que possible à travailler en conception parce que, 1, la sécurité est plus fiable et le coût est moins important.
Je dirais qu'au départ, finalement, la première question qui se pose, c'est de regarder par quel bout on va attraper le problème et quelle méthode on va réussir à se donner pour commencer à travailler. Et puis ensuite, c'est un travail qui va s'inscrire dans le temps et on ne va pas réussir évidemment à tout faire à la fois. Je vais parler maintenant de la résorption des points noirs. Alors, quand en 2003, donc on a commencé à mettre en place le document de sécurité, cette question, évidemment, ce problème existait. Je dirais qu'on a passé plusieurs années à ne pas trop savoir comment l'appréhender, parce que on avait tout simplement un problème de méthode. Et la méthode, elle est venue à peu près en 2011, alors à l'occasion d'une rencontre avec un autre syndicat qui était venu nous voir pour parler de compte à coup. Et puis dans les discussions qui ont suivi, ils nous ont dit qu'eux, ils avaient trouvé une méthode de travail, c'est celle que je vais vous proposer, que nous avons adoptée, parce qu'elle était finalement assez claire et pratique. Alors on a d'abord fait un constat, et on a vu qu'il fallait finalement hiérarchiser les problèmes, parce qu'il y en avait tellement, vous allez le voir dans le tableau d'après, que de toute façon on ne pouvait pas résoudre environ 2000 problèmes d'un seul coup. Donc il fallait bien trouver un ordre à mettre aux choses. Donc là, en l'occurrence, on a hiérarchisé ces points noirs et on a pris la dangerosité comme un moyen d'aborder le travail. Et c'est là que commence un travail de long terme, parce que, et alors on a été quand même relativement ambitieux, puisqu'on avait présenté aux élus un programme en disant on va résoudre l'ensemble des points noirs les plus difficiles, donc de niveau 5, 4 et 3, en 3 ans. On n'a pas réussi, on est toujours en train de travailler. Par contre, vous allez voir que dans le bilan qu'on peut faire, on a quand même bien avancé. Donc, alors, la question des points noirs, comment on va faire? Eh bien, on va écrire aux communes, on va essayer de lister tous les points noirs. Donc, préalablement, et ça a pris environ 1 an et demi, on a fait un travail avec les équipages pour essayer de les lister et de les identifier sur tout le territoire. Et vous avez, je crois que c'est plus loin, voilà, un tableau que j'intitule « Un constat effrayant en 2012-2013 », puisque là, quand on se retrouve en face de tout ce qu'il y a à faire, il y a de quoi être un peu effrayé. D'où la programmation sur plusieurs années et la hiérarchisation qui, là, permettent vraiment de donner un ordre aux choses et permettent de se dire, bon ben voilà, on va écrire aux communes, on va leur expliquer un peu où sont les points noirs du territoire, on va aller les rencontrer et on va essayer avec eux progressivement de trouver des solutions. Et dans un premier temps, on avait commencé à écrire aux communes, etc. Puis qu'est-ce qu'on faisait? On écrivait aux communes. Après, le temps passait, tout le monde oubliait, les communes aussi d'ailleurs. Et si on n'avait pas, nous, l'idée de les relancer, les sujets ils passaient sous la table et on ne les traitait pas. Donc à un moment donné, on a dit il faut structurer un peu plus. Et on a dit on va écrire aux communes. Mais là, on va leur donner une temporalité, on va inscrire les choses dans une temporalité. S'ils ne répondent pas, eh bien, 2-3 mois après, on va relancer. Et là, s'ils ne répondent pas, eh bien, on va leur... Alors tout ça, évidemment, ça a été validé par les élus du territoire. On va dire, voilà, à telle date, si ça n'a pas bougé, on va interrompre la collecte de ces points. Oui, donc vous voyez que c'est quand même beaucoup de choses à manier, une méthodologie, un travail de terrain extrêmement long et difficile, et avec des communes qui aussi, elles, ont leurs propres contraintes, notamment des contraintes budgétaires. Donc ils disent, ah oui, mais moi je veux bien faire quelque chose, mais voilà, il faut que j'attende le budget prochain pour voter, parce qu'il faut, voilà, parce que des fois, il faut aussi obtenir des accords avec des particuliers pour pouvoir organiser des demi-tours, des sites faire des demi-tours. Donc c'est un énorme travail dans le temps. On a actuellement un agent à mi-temps qui fait ça en permanence, qui va donc à la rencontre des communes et qui essaye de suivre ce dossier. Donc au bout de, vous voyez, en 2015, on part sur 3 ans. En 2018, on a résolu les 90, les 91 points noirs de niveau 5. Donc ceux-là, ils sont tous indiqués, sauf un. Mais le 1, c'est un qui vient de se rajouter. C'est une commune qui est rentrée et nous a amené un point noir supplémentaire. Autrement, on aurait, sur les points de niveau 5, en tout cas, on aurait réussi à tous les résoudre. Quelles sont les solutions pour les communes
pour résoudre ces points noirs. Il y en a 3 qui ont été listés, qui leur sont présentés. Donc soit elles peuvent créer une aire de retournement, soit elles peuvent créer un point de regroupement. Et puis on a, comme le SICTOM qu'on a vu tout à l'heure, la possibilité de recourir à une petite BOM pour aller sur les points difficiles. Alors, par contre, chez nous, je ne sais pas comment ça marche sur le syndicat ici, chez nous, ça a été conditionné et ça a un coût. Alors pourquoi? Parce que je vous ai évoqué un peu la caractéristique du territoire. En fait, si on veut résoudre tous les points noirs rapidement, on va mettre des petites bennes partout. Et pour le coup, ça va faire exploser le coût de la collecte, parce que les petites BOM, c'est quand même pas tout à fait le même rapport économique qu'une benne à ordures ménagères classique. Donc il y a une condition, et la condition, elle est financière, c'est une participation financière. Aujourd'hui, je crois que le SICTOM disait tout à l'heure qu'ils avaient deux BOM, deux petites BOM. Nous, on en a 2 aussi sur notre territoire actuellement, et on a une dizaine de tournées comme sur le territoire du syndicat. Alors on avait quand même créé un cadre exceptionnel d'utilisation de la petite BOM, quand en gros on disait que les solutions techniques possibles ne permettaient pas de collecter avec une BOM classique. On l'utilise actuellement à 2 reprises. Et puis j'évoquais que ça crée comme une tension entre les services administratifs qui essaient de faire respecter les délibérations, les services techniques qui voudraient résoudre les points noirs, et les élus des communes qui voudraient aussi résoudre les points noirs. Donc il y a beaucoup de négociations quand même pour arriver à obtenir qu'on reste dans le cadre qui a été fixé dès le départ. Alors j'évoque un point sur les collectes bilatérales parce que j'ai évoqué tout à l'heure un peu les agents de collecte et la manière dont eux y réagissent, ça a été évoqué aussi tout à l'heure. On essaye de poser des choses qui semblent, en tout cas pour la sécurité, de bon sens, et puis il n'y a rien à faire. Les agents, eux, quand ils doivent passer d'un côté de la route, aller faire un tour au rond-point qui a 1 kilomètre et puis faire demi-tour pour passer en face et ramasser une poubelle, ils n'aiment pas du tout, et ils ont tendance à reprendre des raccourcis, même si ça a été bien spécifié qu'ils ne devaient plus prendre ces raccourcis. Donc il y a là quand même une vigilance permanente à avoir du côté des services de collecte, et c'est pas simple, parce que autant on en supprime, je vais dire, bon pas tout à fait, mais presque autant ils nous en recréent à d'autres endroits, ou aux mêmes endroits. Donc c'est un travail compliqué et long à mener. Un autre point donc, qui a été aussi évoqué tout à l'heure, les projets de construction, donc les lotissements et résidences. Alors sur le syndicat, c'est vraiment un problème dont on s'est saisi il y a pas mal d'années, avec, je dirais, la désolation de voir que des lotissements se créant, on ne fait que générer des points noirs supplémentaires. Alors il y a des points très particuliers à voir sur ces questions. Par exemple, on sait que beaucoup de gens, quand ils achètent une maison qui est sur un lotissement, ils vont mettre leur voiture à l'extérieur plutôt que d'utiliser leur garage et créer une pièce supplémentaire avec le garage. Donc du coup, le lotissement qui était peut-être juste dimensionné pour que le camion passe, ça ne passe plus. Et donc là, il y a vraiment un travail à faire. Bon, il a été développé tout à l'heure, mais qui est quand même important. Alors d'autant plus qu'il y a un autre facteur qui intervient, c'est que les collectes d'ordures ménagères, les ordures ménagères d'une manière générale, c'est le dernier sujet auquel on pense quand on a tout bien préparé. Je pense aux fêtes, aux festivals, et très fréquemment, les syndicats, on est appelés le vendredi soir pour la manifestation qui a lieu le samedi matin. Et voilà, et c'est panique à bord parce qu'il faut amener des bacs partout, etc. Je dirais que dans les constructions, c'est un peu la même logique. On pense à tout, on imagine son truc très beau, très magnifique, et puis les ordures ménagères, on n'y a pas pensé. Et on se retrouve quand même, il faut le dire, des fois avec des endroits où la collecte des ordures ménagères n'a même pas été envisagée. Ou donc, ce qui est prévu, c'est que tout aille dehors, enfin on ne sait pas trop comment. Ça nous est arrivé assez récemment, je crois. Donc c'est un vrai problème qui doit être pris en amont pour qu'on puisse essayer d'agir. A été évoqué tout à l'heure les lotissements traversants. Pour notre part, depuis quelques années maintenant, on essaye de mettre dans tous les courriers qu'on envoie aux collectivités une phrase qui rappelle que dans la mesure du possible, il serait peut-être bien de prévoir des lotissements traversants. Ce qui évitera, parce qu'il faut quand même, on peut se rendre compte qu'un lotissement qui est mal conçu, où ça ne circule pas bien, eh bien c'est la durée de vie du lotissement avec des problèmes à la clé.
Et je crois que là, les élus, ils sont quand même sensibles parce que c'est eux qui sont ensuite aux premières loges pour aller essayer de régler les problèmes avec les habitants. Et c'est vraiment très compliqué de réintervenir et d'expliquer à des habitants qu'on ne peut pas passer près de chez eux et qu'on est obligé d'aller collecter plus loin. Au niveau de la géolocalisation, donc, le syndicat a pris le parti il y a maintenant 2 ans et demi d'équiper tous les camions de collecte de systèmes de géolocalisation. Alors qu'est-ce que ça nous apporte au quotidien? Pas mal de choses, mais beaucoup trop de choses aussi parce qu'il faut les traiter derrière, c'est ce que disait Mme Lert. Donc au quotidien, c'est sûr qu'on a le retour d'où est passé le camion, à quelle heure et ainsi de suite. Donc pour répondre à la problématique que vous avez tous, ma poubelle n'a pas été collectée, le camion est passé, et ainsi de suite, le camion n'est pas passé chez moi. Donc ça c'est assez simple de répondre à ces questions-là. Concernant la sécurité, plus, parce que c'est le thème de ce soir, qu'est-ce que ça nous apporte nous en termes de sécurité? C'est plutôt du reporting. Comment on s'y est pris? On a récupéré en fait les tracés, on a continué, à Paris avoir équipé les camions, on a récupéré en fait tous les tracés de chaque tournée. Ensuite, toutes ces tournées ont été retravaillées en interne par les services techniques en collaboration avec les équipages pour définir un circuit de référence. Ce circuit de référence, dans le meilleur des cas, a supprimé, alors forcément tous les points noirs, mais tout ce qui est dangereux. Quand on n'a pas pu supprimer ce qui est dangereux, on a la possibilité de mettre des annotations sur des points de vigilance du chauffeur, sur des points de vigilance des rippers. Donc une fois que ce circuit de référence est validé par l'exploitation et puis par les gens qui collectent, on l'introduit en fait dans le système de géolocalisation. Qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet de faire du guidage en fait. Donc quelqu'un qui ne connaît pas une tournée, au lieu de se faire guider par les équipiers de collecte, peut se faire guider comme un GPS classique de voiture. On prenait à droite, prenait à gauche, avec la possibilité en plus, pendant 500 mètres vous faites de la collecte monolatérale, pendant 800 mètres vous faites de la collecte bilatérale, et ainsi de suite. L'autre possibilité aussi de ce système de géolocalisation, ça permet de remonter des anomalies de terrain. C'est-à-dire, on part du constat où tout est bien, il n'y a pas de souci, le lotissement on peut y rentrer, tout a bien été conçu. Par contre, forcément, il y a des voitures qui se garent un peu n'importe comment, donc on ne peut pas aller au fond du lotissement. Donc ça, forcément, si on n'a pas l'information, donc ça nous permet, le chauffeur peut, par ce boîtier de géolocalisation, remonter ce type d'anomalie, qui, ces anomalies peuvent nous servir, nous ensuite, après collecte, à pouvoir répondre à pourquoi ma poubelle n'a pas été collectée, parce que le camion n'a pas pu passer, tout simplement. Voilà. Ça nous permet aussi de remonter d'autres anomalies sur, je sais pas, des bacs cassés, des roues cassées, des élagages à faire, tout un tas d'autres anomalies qui pourraient gêner au quotidien les équipages de collecte. Ça nous permet aussi, a posteriori, de pouvoir contrôler par rapport au circuit de référence qui a été établi, après coup. Une fois que l'équipage est rentré, on est certain qu'il a fait sa tournée dans le bon sens. On a des alertes si il s'est écarté, si il n'a pas fait dans le bon sens. Donc là, ça nous permet tous les jours d'aller voir l'équipage et de lui poser des questions sur pourquoi tu as fait comme ça, en gros. Parce que nous, on a estimé que c'était une question de sécurité de le faire dans ce sens-là. Donc c'est plus, chercher le pourquoi du comment. Il y a forcément il y a toujours un problème. Il y a peut-être des travaux, il y a peut-être des choses comme ça qui lui a permis de changer son circuit et de revenir à un moment donné. Voilà tout ce qu'apporte la géolocalisation au syndicat. Alors après, c'est très chronophage dans le sens où on a beaucoup de retours de données. Donc ça nous permet effectivement de répondre à pas mal d'interrogations, mais ça nous en crée aussi, ça crée pas mal de problèmes aussi derrière pour exploiter tout cela, quoi. Alors ça permet aussi de contrôler les vitesses forcément des camions, contrôler que les postes sont bien faites et que, comme je vous l'ai dit, les camions respectent bien les circuits de collecte. Et ça répond à la R437 en fait. Alors,
Cependant, le Southampton, oui, il s'est engagé à ne pas utiliser cet outil comme outil de répression, en fait. Hein. C'est plus, parce que vous avez compris, hein, c'est pas, c'est un mouchard qu'on a mis dans un camion, hein, il faut être clair. Mais derrière, nous, on l'utilise plus pour la sécurité des agents, et on leur fait comprendre dans ce sens-là, en fait, au final. Je crois qu'il faut absolument que l'on puisse toucher les maires. Parce que dans beaucoup d'endroits, le maire, le service OM a été transféré, et c'est plus un problème de la mairie. C'est le problème des autres. Voilà. Alors, il me semble qu'effectivement, de ce côté-là, ne serait-ce que sur les problématiques de lotissement, voilà, les problématiques qu'on va rencontrer demain. Aujourd'hui, on est en train, vous l'avez rappelé madame, sur les problèmes de densification au niveau de l'urbanisation dans les villes, dans les campagnes. Eh bien, les lotissements, au lieu de faire 1500 m², il n'y en aura plus que 800. Et effectivement, les voitures, elles ne seront plus dans le jardin, elles seront sur le bord de la route. Ouais. Donc, il y aura intérêt à prévoir les parkings dans les lotissements. Ouais. Sinon, je ne suis pas sûr que les camions puissent passer demain. Donc, on aura ce genre de difficultés. Et moi, je rejoins ce que disait Sabine Darroze sur, en matière de lotissement, de conception, qu'il y ait effectivement cette information qui remonte par rapport au service ordures ménagères. On le fait bien pour le service incendie secours, voilà, donc je veux dire, pas de raison que demain on n'ait pas ce genre de demande de façon à permettre le vrai passage, parce que demain, vous l'avez constaté, vous l'avez dit, il y a les endroits, mais on ne passe plus, quoi. Voilà, alors si on ne passe plus, je sais qui c'est qui va se faire engueuler. Voilà, hein, c'est vous. Voilà, donc ça demande effectivement qu'il y ait cette information en direction de ceux qui, sur le terrain, doivent réagir. Je pense aux maires, je pense sur les points noirs. Voilà, quand on va expliquer aussi à des maires que eh bien, le ramassage se fait de tel côté et pas de l'autre, et qu'on ne pourra pas faire des deux côtés. Mais en disant, oui, mais tu comprends, ça fait des années que c'est comme ça. Oui, mais c'est des années que c'est comme ça, mais ce sera fait autrement. Et on doit tenir bon. Et il faut absolument que les maires appuient les divers syndicats, et les responsables, et les personnels, parce que sinon, on ira à des catastrophes que l'on peut rencontrer. Et donc je pense que par rapport à tout ça, il y a ce travail de réglementation, de prévention, mais surtout de répétition. De répétition, parce que les élus passent, et ça passera peut-être de plus en plus vite, voilà, et que ceux qui arriveront, il sera peut-être bien de temps en temps de leur rafraîchir ou de leur imprimer ce qu'est les problématiques de prévention en matière d'ordures ménagères, ce qu'on doit faire, et de façon à ce qu'eux aussi soient de plus en plus concernés. Hein, parce que sinon, eh bien, on se retrouvera encore dans quelques années, vous, mais pas moi, vous vous retrouvez dans quelques années pour refaire le même discours et s'apercevoir que les choses n'auront pas évolué comme on l'aura souhaité. Voilà. Donc, moi, je suis d'abord très heureux, et je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui, ce soir, sont venus à faire part de leurs expériences, leur faire part en même temps des propositions que l'on peut avoir, des recommandations. Remercier en même temps les élus qui étaient là ce soir, remercier l'administration d'État, remercier également les personnels qui ont participé à cette réunion. Et donc je pense que toutes les informations qui auront été données ce soir pourront éventuellement être reparties et tout le monde pourra en profiter au travers des sites internet, de façon à ce que cette information puisse également circuler auprès de l'ensemble de la population. Pour également faire comprendre que si on déplace un conteneur, c'est pas par hasard, hein, et qu'il y a des raisons, et que les raisons, il faut les expliquer. Voilà. Et puis, vous savez, de temps en temps, ça permettra de se faire engueuler aussi, hein, parce qu'on aura déplacé le conteneur. Moi, je leur dis, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Voilà, le conteneur, il faut le déplacer, vous le comprenez, mais vous le déplacez, mais chez vous ne le faites pas. Je dis, non, chez moi, il n'y a pas de problème. Chez moi, il est en face de ma salle à manger. Voilà. Donc, comme ça, il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, vous n'avez qu'à venir me voir. Donc, je veux dire, comme ça, les problèmes sont vite réglés. Et puis, pour ceux qui sont mécontents et qui ne respectent pas, eh bien, la meilleure des solutions, c'est on ne passe pas et on ne ramasse pas. Voilà. Et à ce moment-là, je pense que certains comprennent à ce moment-là qu'il peut y avoir des choses. Et ça permet, et je crois qu'il faut absolument tenir bon
dans ce genre de choses, et que si on n'y passe pas, il y a des raisons, et à ce moment-là, on les explique. Et petit à petit, ils y reviennent.